Bonsoir. Pourrons-nous voyager sur l'autoroute président Donald J. Trump à l'avenir? Le député de Floride Anthony Sabatini propose de renommer la route 27. Il affirme que l'autoroute numéro 27 passe à travers le cœur de la Floride, où le président réside actuellement. Sabatini dit que ça honorerait l'un des meilleurs présidents de l'histoire des États-Unis. Il semble que le harcèlement en ligne a empiré aux États-Unis, et nous n'avons pas beaucoup d'outils pour y remédier. Un spécialiste des médias sociaux parle d'une situation sans issue. En matière de médias sociaux, le harcèlement en ligne n'est pas près de disparaître. D'après une enquête du Pew Research Center, 4 Américains sur 10 disent être victimes de harcèlement en ligne. Depuis 2017, le harcèlement en ligne n'a pas changé en termes de fréquence, mais il a changé en termes d'intensité. Les formes graves ont augmenté de 25%. Il s'agit notamment des menaces physiques, du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Andrew Selepak, professeur en médias sociaux à l'Université de Floride, reconnaît que le harcèlement en ligne a augmenté, en particulier sur Twitter. Selon lui, comme l'anonymat ainsi que l'interaction avec des inconnus sont permis sur Twitter, cela ouvre plus de portes à la cyberintimidation. Il est supposé créer un environnement de dialogue ouvert, mais au lieu de cela, en raison de l'environnement réel et des diversités d'opinions politiques, il a créé un environnement propice à la confrontation, à la colère, au désaccord avec les gens, parfois avec des gens qui ont des opinions différentes. Cela va évidemment conduire à plus d'intimidation, à plus de problèmes et de harcèlement, et c'est en quelque sorte le contraire de ce que beaucoup de gens espéraient avec cette plateforme qui permet d'exprimer ses opinions à des personnes au-delà de la vie réelle. Comme il s'agit d'une société privée, Twitter a le pouvoir d'éliminer certains utilisateurs et de supprimer des messages. Mais Selepak a déclaré que la façon de procéder est arbitraire et inquiétante. Il a notamment évoqué la suspension du compte du président Trump pour incitation à la violence, alors que l'activiste d'extrême droite Richard Spencer, qui aurait également incité à la violence, n'a pas vu son compte supprimé. Spencer est autorisé à garder son compte. Encore une fois, nous parlons d'une personne de droite, mais le président des États-Unis, enfin, maintenant l'ancien président des États-Unis a vu son compte supprimé, donc je pense que beaucoup de gens sont juste perplexes quant à la façon dont Twitter prend ses décisions, comment Twitter décide que le compte de cette personne n'est pas autorisé, alors que quelqu'un d'autre l'est. Il a également déclaré que le système de modération sélective de Twitter supprime la liberté d'expression et l'accès à des points de vue différents. Les médias sociaux sont devenus une sorte de no man's land où nous ne savons pas ce que nous pouvons dire, ce que nous ne pouvons pas dire, ce qui va vous valoir une interdiction, parce que les plateformes peuvent décider à tout moment de ce qui est acceptable ou non, et en même temps, nous, les utilisateurs, sommes en quelque sorte coincés au milieu. Nous devons nous occuper des conditions de service, nous devons nous préoccuper du harcèlement, nous devons nous préoccuper des problèmes sur ces plateformes, avant de pouvoir les utiliser. Selepak suggère que les gens utilisent les médias sociaux moins souvent, et lorsqu'ils l'utilisent, ils devraient le faire dans le but de faire valoir les objectifs de la plateforme, selon lui, à savoir améliorer la vie des gens et échanger des idées. 2 jours avant la fin de la présidence de Trump, le secrétaire d'État Pompeo a dressé le bilan des réalisations en matière de politique étrangère. Il a souligné la manière dont l'administration Trump a fait face au Parti communiste chinois. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a souligné les réalisations de l'administration Trump dans la protection contre la menace du Parti communiste chinois. Dans une série de tweets publiés le week-end dernier, il a affirmé que le PCC est la plus grande menace de notre époque. Il a dit « Pendant 50 ans, les États-Unis se sont agenouillés devant la Chine. Sous l'administration Trump, c'en était fini. » Pompeo a précisé que l'administration Trump a combattu les opérations d'influence du PCC aux États-Unis. Cela inclut la clôture de près de la moitié des instituts Confucius financés par le PCC sur les campus universitaires américains, pour avoir servi d'arme de propagande tout en étant déguisé en centre d'échange culturel, la fermeture d'un consulat chinois à Houston pour espionnage, l'obligation pour les groupes de recherche de déclarer leur financement venant de l'étranger, le classement de 15 organisations médiatiques du PCC comme mission étrangère et la poursuite des espions du PCC pour vol de technologie et de propriété intellectuelle américaine. Dans le domaine
domaine des échanges et du commerce, l'administration Trump a sanctionné les pratiques commerciales déloyales du PCC en imposant des sanctions sur les marchandises chinoises. Elle a ajouté les entreprises américaines liées au PCC à la liste des entités du ministère du Commerce. Elle a exclu les géants des télécommunications Huawei et ZTE des réseaux 5G en raison de leur lien avec le régime, et elle a empêché les caisses de retraite du gouvernement américain d'investir dans l'armée chinoise. L'administration Trump n'a pas seulement protégé les Américains dans cette lutte contre le PCC, mais elle a aussi sanctionné le régime chinois pour ses violations des droits de l'homme contre son propre peuple. Elle l'a fait en imposant des sanctions et des restrictions de visa aux auteurs de violations des droits de l'homme, en bloquant les importations issues du travail forcé et en révoquant le statut commercial spécial de Hong Kong lorsque le PCC a érodé son autonomie. Bien que l'administration Trump souhaite faire passer l'Amérique en premier, elle n'a jamais été unilatérale dans ses relations avec le PCC, elle a construit des coalitions avec des pays partageant les mêmes idées pour contrer la menace du PCC à l'échelle mondiale. Cela inclut le renforcement de la quadruple alliance avec le Japon, l'Australie et l'Inde, l'engagement avec les responsables de Taïwan, l'exposition des hostilités du PCC à d'autres pays libres, le refus de céder aux revendications du PCC dans la mer de Chine méridionale et dans sa responsabilité dans la pandémie mondiale. Le secrétaire d'État Pompeo a déclaré « L'administration Trump a mis fin à des décennies de politique d'apaisement et d'engagement mal avisé envers le Parti communiste chinois. Il estime que ces mesures ont révélé la menace du PCC à l'encontre du peuple américain et du monde entier. » Des nouvelles preuves révèlent que le Canada pourrait avoir dissimulé la pandémie avant même que le premier cas ne soit officiellement annoncé en Chine. Explication en images. Un document secret qui a été divulgué indique que le Canada a peut-être aidé le Parti communiste chinois à dissimuler la pandémie dans les premiers stades critiques. Des fonctionnaires canadiens ont potentiellement dissimulé des informations qui auraient pu empêcher la pandémie. Ce rapport fait suite à un document militaire obtenu par le média canadien Rebel News. Il indique que le gouvernement canadien a probablement été informé de l'existence du virus du PCC dès le mois d'octobre 2019, des mois avant que la Chine ne commence à signaler des cas de virus et des semaines avant le premier cas confirmé. Cette information contredit le récit du régime chinois sur la chronologie de la pandémie. Cependant, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a choisi de ne pas rendre publique cette information. Le document est rédigé par le conseiller du ministre de la Défense nationale de Trudeau et date d'il y a exactement un an. Il s'intitule « Exposition au coronavirus pendant les Jeux militaires de Wuhan » et traite des inquiétudes concernant le virus des soldats canadiens qui se sont rendus à Wuhan, en Chine, l'année dernière. Les soldats s'y sont rendus pour participer à un événement sportif. Un haut gradé des forces armées canadiennes, qui a une connaissance approfondie sur la question, a déclaré à Rebel News que des dizaines et des dizaines de soldats canadiens étaient tombés malades après avoir participé à l'événement. Ils présentaient tous de graves symptômes du virus tels que de la toux, des problèmes pulmonaires, des vomissements et de la diarrhée. Cela remonte à octobre 2019, bien avant que la Chine ne signale ses premiers cas de virus. Ce haut gradé a affirmé que le gouvernement canadien aurait refusé de procéder à des tests de dépistage du virus sur les soldats après leur retour de Wuhan. Selon Rebel News, le gouvernement canadien ne voulait pas provoquer le Parti communiste chinois. Si les résultats des tests s'étaient avérés positifs, cela aurait mis en évidence que le PCC avait menti sur le lieu où est apparu le virus et sur la gravité de son taux de transmission entre humains. Un rapport similaire du New York Post explique que des soldats français ont également été malades après avoir participé à l'événement. On ne connaît pas la raison officielle du silence du gouvernement Trudeau, mais on se souvient des représailles du PCC contre les pays qui ont voulu enquêter sur les origines du virus. L'Australie, parmi d'autres pays, a demandé à plusieurs reprises une enquête sur les origines du virus, mais dans une démarche largement perçue comme des représailles. Pékin a imposé de fortes sanctions sur les importations en provenance du pays. Le PCC a également des antécédents de représailles contre le Canada, après que les autorités canadiennes aient arrêté le directeur financier du géant chinois des télécommunications Huawei. Les autorités chinoises ont arrêté les citoyens canadiens Michael Korvig et Michael Spavor. Une membre du conseil d'administration d'une école en Californie du Sud fait face à une pétition demandant son départ suite à sa participation au rassemblement pro-Trump à Washington le 6 janvier dernier. Je m'y attendais parce que je suis conservatrice et qu'ils n'approuvent pas mes points de vue. Leandra Blad est une ancienne agent antiterroriste de la police de Los Angeles. En 2020, elle a été élue au conseil d'administration d'une école publique dans la banlieue de Los Angeles. Elle fait face maintenant à une pétition qui a récolté près de 8000 signatures pour demander sa démission à la suite de cette image.
Son amie a publié cette photo alors qu'elle voyageait pour participer à la manifestation pro-Trump à Washington le 6 janvier. Nous avons quitté la manifestation parce que nous avions entendu qu'elle dégénérait en violence et ce n'est pas la raison pour laquelle j'étais venue, ce n'est pas la raison pour laquelle mon ami était venu et ce n'est pas la raison pour laquelle les personnes autour de nous étaient venues. Blade a affirmé qu'elle n'est jamais entrée dans le Capitole et n'était pas au courant des émeutes au moment de prendre la photo. Cette photo a tout de suite attiré beaucoup d'attention. Un groupe d'étudiants de son quartier ont immédiatement lancé une pétition. Ils reprochent à Blade de soutenir les terroristes internes aux États-Unis et demandent qu'elle démissionne immédiatement. L'ancienne agent de police et désormais administratrice d'école a affirmé qu'elle n'est ni une terroriste ni une insurgée. C'est affreux d'être appelé terroriste alors que pendant toute ma carrière dans la police je voulais maintenir la loi, je crois dans les lois et l'ordre, je suis une grande supportrice de notre Constitution peu importe l'appartenance politique. Blade a affirmé que bien que sa messagerie a été inondée de messages de haine, elle a aussi reçu beaucoup de support. Des étudiants ont lancé une autre pétition pour demander qu'elle reste. Cette pétition a récolté près de 5000 signatures. Je vais continuer à croire dans mes convictions, je ne vais pas démissionner, je ne vais pas céder. Tout le monde dans mon quartier savait que j'étais une sympathisante de Trump au moment de mon élection, je ne vais pas le cacher parce que j'ai été élue, c'est en tout cas ce que je crois franc-parler, je crois à travailler avec des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec moi, je crois simplement que nous pouvons faire beaucoup mieux, pas seulement en tant que communauté, mais en tant que nation. Blade a affirmé que la pétition n'a pas d'effet contraignant pour son poste, mais elle estime que c'est aussi une bonne occasion pour les élèves et les parents d'exprimer leurs valeurs conservatrices, qui avaient autrefois la sensation de ne pas être entendus. La sénatrice démocrate Dianne Feinstein défend ses collègues les sénateurs Ted Cruz et Josh Hawley, tous deux républicains, après qu'ils se soient opposés au comptage des votes électoraux au début du mois. La démocrate californienne Feinstein a déclaré aux journalistes à Washington qu'elle pense que le Sénat est un lieu de liberté. Elle a expliqué l'importance d'avoir un espace de dialogue, où les gens peuvent exprimer leur point de vue. En faisant de la sorte, elle dit qu'ils envoient un message fort. Hawley et Cruz font partie des sénateurs qui ont voté contre les votes du collège électoral de Pennsylvanie et d'Arizona le 6 janvier, lors de la session conjointe du Congrès. Certains démocrates veulent prendre des mesures disciplinaires contre ces sénateurs. Le fondateur du géant du e-commerce Alibaba a rencontré par vidéoconférence une centaine d'enseignants des zones rurales en Chine. C'est sa première apparition depuis octobre, ce qui a provoqué une forte hausse des actions de la société cotée à Hong Kong. Après des mois de spéculation sur sa situation, l'homme le plus riche de Chine, Jack Ma, a refait surface dans une courte vidéo en ligne faisant l'éloge des enseignants chinois. C'est la première fois que le cofondateur du titan de la technologie Alibaba est vu en public depuis octobre, lorsque Ma a critiqué les autorités chinoises lors d'un discours dans un forum à Shanghai. Ces déclarations l'ont mis en position de confrontation avec Pékin et ont entraîné la suspension immédiate de l'introduction en bourse de Ant Group, l'entreprise de paiement qu'il contrôle. Cette introduction en bourse était censée être la plus importante jamais établie avant son retrait immédiat en novembre. Des semaines plus tard, Ma a renoncé au tournage d'une émission télévisée qu'il avait créée pour les entrepreneurs africains. Son absence a donné lieu à de nombreux reportages et spéculations sur sa disparition. La réapparition de Ma, mercredi dernier, a fait bondir les actions d'Alibaba. Dans la vidéo, il fait l'éloge des 100 enseignants et leur dit qu'ils se reverront quand la crise sanitaire sera passée. Selon des reportages locaux, cet événement était la cérémonie de remise du prix Jack Ma pour les enseignants ruraux. Son lieu de résidence n'a pas été révélé. La vidéo de Ma est survenue au moment où Alibaba fait l'objet d'une enquête anticoncurrentielle par les autorités chinoises. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.